On a d'abord vu l'acquisition, en faisant une légère révision de quelques leviers du marketing digital. Puis ensuite, on a abordé la semaine dernière la conversion, puisqu'on a abordé des principes de base de l'ergonomie, et notamment l'ergonomie e-commerce, comment optimiser son tunnel de conversion. Et donc là, aujourd'hui, je souhaitais vous parler de quelques axes de fidélisation et d'animation qui ne sont pas forcément ceux qu'on adopte le plus souvent, auxquels on s'intéresse le plus souvent, mais qui peuvent être très intéressants à développer. Alors, on va aborder dans un premier temps la newsletter, mais très rapidement. On parlera aussi des stratégies de fidélisation e-commerce, c'est-à-dire en termes d'animation, d'espace de mise en avant. On parlera un tout petit peu de e-merchandising aussi. Et puis après, on abordera donc la personnalisation de l'espace client, qu'on appelle aussi middle office, puisqu'on a le front office, qui est la partie que tout le monde voit. On a le back office, qui est la partie où on administre le site, où on peut changer les contenus. Et puis on a également la partie donc espace client, qui est l'espace connecté, qui donc espace client sur un e-commerce assez classique. Donc voilà, qui peut vraiment être un très bon levier de génération de chiffre d'affaires si on l'optimise plus que ses concurrents. On verra comment. Dans un premier temps, la newsletter. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la newsletter? Il faut comprendre qu'elle ne rencontre pas les mêmes obstacles que l'emailing. Normalement, si vous avez bien géré l'inscription à la newsletter, normalement, vos clients sont censés la recevoir. On va dire qu'il y a beaucoup moins, on va dire un peu moins, pour être plus précise, d'enjeux sur la délivrabilité que sur un spam, du moins potentiel, qui pourrait résulter d'un premier contact en prospection. Même si c'est vrai que la délivrabilité, on appliquera exactement le même critère qu'on a pu voir sur l'emailing de prospection pour la newsletter. Alors, certains me demandent toujours de faire la différence entre newsletter et emailing. Disons que la newsletter, comme son nom l'indique, c'est une lettre de nouvelles. Donc déjà, on donne des nouvelles à quelqu'un qui nous connaît. Donc la newsletter est un outil de fidélisation. On n'envoie pas des newsletters pour faire de la prospection. On envoie des newsletters aux clients. D'accord? Après, l'emailing de prospection va vraiment ressembler à ce qu'on a vu dans l'une des premières séances. La newsletter, elle, n'aura pas les mêmes objectifs. Le premier objectif de la newsletter, c'est déjà d'arriver à se maintenir en vie, ne pas avoir un taux d'attrition de la base de données, c'est-à-dire un nombre de personnes qui se désinscrivent, qui va être trop important, et donc petit à petit, on va voir comme ça la base de données disparaître envoi après envoi. Donc l'enjeu pour ne pas avoir un taux de désinscription très élevé, c'est dans un premier temps la segmentation. La segmentation va permettre la personnalisation. Alors, tout le monde vous dit ça, mais une chose à laquelle on ne fait pas attention, c'est que souvent quand on a très peu d'adresses mail dans sa base de données, on a tendance à ne pas segmenter en se disant « Pourquoi segmenter? Je n'ai que 1000 adresses ». C'est une erreur, parce que je fasse partie d'une base de données de 1000 contacts ou de 500 000 contacts, je perçois la même pression marketing. Je me sens autant ennuyée si je reçois des mails qui ne me concernent pas. Donc, dès le début, commencez aussitôt que possible, essayez de trouver des outils qui vous permettent justement de faire cette segmentation dès le début pour pouvoir minimiser les dégâts de votre newsletter. Vraiment qu'elle soit efficace, et pour ce faire, il faut qu'elle soit personnalisée. Pour qu'elle soit personnalisée, il faut que votre base de données soit segmentée. Vous pouvez aussi parfois proposer carrément de l'autosegmentation, c'est-à-dire que quand quelqu'un souscrit à votre newsletter, cette personne va avoir tout de suite une proposition de catégorie de sujets qui l'intéressent, et elle va de son propre chef cocher des cases qui correspondent à ces thématiques, ou ne pas les cocher, et donc c'est de l'autosegmentation. Derrière, vous pourrez plus facilement la cibler en fonction de ce qui l'intéresse. Attention, ce n'est pas un énorme formulaire, c'est juste quelques cases à cocher rapidement pour savoir quelles sont ses préférences. Ensuite, la pression marketing, c'est essentiel. La pression marketing va venir de la fréquence d'envoi. Une newsletter, pour être appréciée, doit se faire rare. C'est paradoxal, mais il vaut mieux être présent moins souvent, de manière plus pertinente, plutôt que trop. Certains vont me dire, oui, mais regardez, vente privée, Groupon, etc. Alors honnêtement, ces enseignes-là, si vous voulez, elles sont vraiment
basé sur un business model qui repose intégralement sur la fidélisation et sur la newsletter, puisque ce sont des offres qui changent tous les jours, elles ont obligation de vous contacter tous les jours. Et c'est pour ça qu'on les tolère à peu près. Et encore, puisque généralement, on prend le réflexe parfois de ne pas regarder ou d'effacer. Donc attention, quand on n'est pas dans le cadre d'offres de vente privée, dans ces cas-là, on va plutôt essayer d'être pertinent et d'être peu présent. Ça ne veut pas dire une fois par mois, ça ne veut pas dire que 2 fois par mois, mais une fois par semaine, il faut se dire déjà que c'est déjà un rythme assez soutenu. Donc, grand maximum, ce que je vous recommande, c'est une fois par semaine. Et puis, si vous le pouvez, peut-être même un peu moins, peut-être 3 fois par mois, maximum 4 fois par mois. Donc ça, c'est un premier capping à se mettre, une première limite. Ensuite, il faut aussi se dire, attention, comme j'ai segmenté, peut-être que parmi mes clients, il existe des personnes qui sont à la fois, qui appartiennent à la fois au segment 1, au segment 2 et au segment 5. Donc il ne faut pas que je leur envoie 3 mails dans la même semaine. Il va falloir aussi scénariser et prioriser en fonction de l'appartenance à chacun de vos segments. Donc c'est un réel travail de construction de stratégie de personnalisation. Ensuite, bien évidemment que l'heure d'envoi va compter. On sait que les grands créneaux de consultation vont être le matin, sur le chemin du travail, entre 7h et 9h, puis ensuite à la pause déjeuner et en fin de journée entre 18 et 20h, sortie du travail. Donc c'est souvent des créneaux de mobilité. Déjà, ce sont des créneaux de mobilité. C'est un premier aspect à prendre en compte, qu'on réévoquera dans un petit instant. Et puis, il y a une vraie question à se poser, c'est est-ce que je veux arriver en même temps que tous les mails? C'est peut-être pas forcément la bonne stratégie. Donc la bonne stratégie, encore une fois, comme je l'avais pu le dire pour l'emailing de prospection, c'est de faire une étude, de faire du split testing, donc split comme partagé, testing comme test, tout simplement en français. Et donc ces tests, sur des groupes témoins vous permettent d'avoir, je vais expliquer plus simplement, vous allez partager votre base de données en disant, voilà, pour cet envoi-là, sur ce même segment, pour cette même thématique, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une partie, par exemple, entre 7h et 9h, et puis une partie à 11h. Et donc, du coup, soit je fais moitié-moitié, soit je fais 10-90, à vous de voir. Il faut toujours garder ce qu'on appelle un échantillon témoin. L'échantillon témoin, c'est l'heure habituelle. On ne change rien. Et l'autre sera l'échantillon test. Donc cette nouvelle heure, ce nouveau créneau de 11h. Et puis on voit qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et au fur et à mesure, on teste les heures, on teste les jours, sur chacune des thématiques et segments. À chaque fois, on va vraiment faire une étude minutieuse pour obtenir les meilleurs taux d'ouverture et surtout les meilleurs taux de conversion. Il y a 3 indicateurs importants. Taux d'ouverture, taux de réactivité, est-ce qu'ils ont cliqué à l'intérieur du mail pour aller sur le site, et taux de conversion, est-ce qu'ils ont acheté. Donc, fort de tout ça, on va réussir à dégager une stratégie avec des heures d'envoi, des jours d'envoi, par thématique, par segment. Ensuite, une des grandes erreurs que j'observe régulièrement pour la gestion des newsletters, c'est la non-planification. C'est un peu comme le repas du soir, on se demande qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce qu'on va envoyer comme email ce mois-ci. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut faire les choses correctement, on s'y prend à l'année, à l'avance. Donc on va tout simplement intégrer le nombre de newsletters et leurs thématiques à chaque fois, à l'avance, dans le plan marketing de la stratégie digitale. Donc, dans ce plan marketing, on aura un détail précis qui permettra de savoir à l'avance qui va être envoyé sur quelle thématique. Pour le remplir, parfois on peut être à court d'idées. Dans ces cas-là, je vous invite à aller sur un site qui s'appelle Plan the Moment. Du moins, c'est pas un site, c'est plutôt un outil Twitter. Alors, je vous invite à... Alors, si on traduit, c'est planifier le moment. Je vous invite à regarder le support sur la stratégie digitale. Vous avez un lien direct sur cet outil, Plan the Moment, qui va vous permettre d'y accéder. Attention à ne pas tomber sur la page Twitter de Plan the Moment, mais bien sur l'outil Twitter Plan the Moment. Parce que sinon, vous ne trouveriez pas un joli calendrier qui vous donnerait le détail, donc qui vous donnera le détail des événements divers et variés, commerciaux, culturels et autres, de l'année. Ce qui est très intéressant parce que souvent, on a en effet une saisonnalité produit, un calendrier commercial, fête des mères et autres. Et puis, on a aussi besoin de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets sur lesquels rebondir, avec un peu d'humour, de manière décalée peut-être, et on n'est pas forcément toujours inspiré, ce que je disais tout à l'heure. Dans ces cas-là, dans Plan the Moment, on va pouvoir trouver plein d'inspirations. Le Star Wars Day, la semaine du goût,
énormément de choses comme ça, sur lesquelles on va pouvoir rebondir de manière décalée. Même si notre activité n'est pas directement liée, on trouve un petit cheveu qu'on rattache à notre activité et on peut justement prendre la parole de manière plus légitime et de manière plus agréable, plus légère. Ensuite, donc l'élément que j'évoquais tout à l'heure sur la mobilité, j'ai laissé exprès les statistiques de 2012-2013 pour vous parler de l'écart et la progression justement de cette consultation sur mobile. Vous savez qu'aujourd'hui, le smartphone est devenu le premier outil de consultation de page web et surtout de consultation d'emails. Je crois qu'aujourd'hui, la part des mails sur consultés est déjà, je crois que ça doit être à on était à 40% l'an dernier, on a dû déjà passer, je crois qu'on doit être pas loin de la barre des 50, voire même on l'a légèrement dépassé. Ce sera à revérifier, mais en tout cas, je vois passer pas mal de statistiques, et le mobile, c'est vraiment imposé comme un nouveau moyen de consultation, voire même un premier moyen de consultation des emails, voire même de sites, là où jusqu'à présent, c'était juste un palliatif en attendant de rentrer à la maison. Donc il y a vraiment une énorme différence sur la perception du mobile. Au-delà de ça, il y a aussi donc la saisonnalité produit, donc ça j'en ai déjà un petit peu parlé à prendre en compte dans le calendrier, mais pour revenir sur le périmètre technologique, c'est important que vos mails s'affichent correctement sur smartphone. Je connais des sites très importants et pour lesquels leurs articles m'intéressent, mais dès que je clique, j'ai une page d'erreur, je ne parviens pas à consulter un article provenant de leur newsletter. Là, c'est des sites de contenu, hein, c'est pour ça que je parle d'articles, à partir d'une newsletter sur mon smartphone. Et donc, au final, je ne lis jamais leur contenu parce que je ne consulte mes mails de ce type-là, en tout cas qu'en mobilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la newsletter? Il faut savoir déjà que vous avez un public qui est acquis de base. Les gens sont très ouverts à recevoir des newsletters tant qu'elles sont intéressantes. On voit la raison pour laquelle les gens ont voulu recevoir une newsletter. Je veux des nouvelles informations sur les produits, je veux des informations sur les nouveaux produits, je veux des informations sur les offres promotionnelles, 47%. Je suis client, tout simplement, 32,7%. Ou je suis intéressée par les actualités de la marque, 22%, et 38% par curiosité. Donc a priori, vraiment, les gens sont ouverts à recevoir des mails de votre part, d'une marque en tout cas dont ils sont clients. Ensuite, on voit ici qu'on a par contre une audience qui est très intransigeante, très exigeante. On voit les raisons de la désinscription et on peut le comprendre, on est les premiers à réagir de la même manière. Première raison, je reçois trop souvent des offres de cet expéditeur. Donc là, clairement, le problème, c'est segmentation et pression marketing, fréquence d'envoi. Ensuite, les offres ne correspondent pas à mes attentes. Clairement, segmentation. Ensuite, on reçoit trop d'emails de manière générale. Là encore, on peut mettre en cause la segmentation et la fréquence parce que si votre newsletter sortait du lot, a priori, vous ne tomberiez pas dans ce lot de mails indésirés et indésirables. Donc ensuite, message trop répétitif, problème de planification, il n'y a pas eu de plan marketing renseigné correctement. Puis après, abonner par erreur, bon, ça peut arriver puisque vous savez qu'on n'a pas obligation de faire remplir une case à cocher lorsque l'internaute est client, en tout cas devient client, pour lui envoyer une newsletter, je précise. Ensuite, déçu par la marque, donc ça, à la limite, ça peut arriver. Problème de lecture, ça c'est lié au périmètre technique. Donc ensuite, si on regarde un peu la physionomie, je vais y arriver, d'un email de fidélisation, donc d'une newsletter, on voit qu'on a parfois la conservation de la barre de navigation. Ce qui peut être intéressant puisqu'on peut proposer d'autres entrées de navigation que le sujet du jour. Alors attention, il ne faut pas faire comme ce site pour lequel je travaillais d'ailleurs, qui a mis carrément toutes les catégories que propose le site. Et là, clairement, imaginez sur mobile, c'est catastrophique en termes d'ergonomie. Pour pouvoir cliquer, les éléments sont trop près, trop petits, donc vraiment à éviter. Et dans tous les cas, rappelez-vous, on ne peut pas retenir beaucoup d'éléments à la fois, donc ce serait plus intéressant de faire une mini barre de navigation adaptée en fonction des préférences du client. On peut aussi créer un personnage permanent. C'est un peu le cas notamment avec Cécile de Rostand, vous savez, de Vente Privée.
ce qui peut aider parfois à améliorer le taux d'ouverture, puisque quand on voit un nom et un prénom, on est plus enclin à ouvrir un mail qu'en voyant simplement le nom d'un expéditeur qui serait une marque, donc une entreprise qui fait de la publicité. Dans un second temps, on va évidemment y mettre des produits. D'ailleurs, on voit que le plus gros de l'espace sera dédié aux produits. On verra aussi, du coup, on n'a pas la même logique avec le déclencheur d'action, le CTA, l'action attendue, c'est le CTA. Là, on est censé convaincre par les produits. Chaque vignette produit est cliquable et renvoie vers la fiche produit en question. Donc, c'est bien, mais là, il aurait fallu aller plus loin sur cette newsletter. Il aurait fallu qu'on puisse y trouver un petit bouton d'appel à l'action par vignette, qu'on puisse vraiment pouvoir tout simplement aller voir directement ce produit, parce qu'il y aura toujours un taux de clic plus important sur un élément avec un bouton, donc avec un CTA, que sans. Donc de préférence, essayez d'en mettre un. Donc là, le CTA, il va être en fait sur chacune des vignettes, comme je l'expliquais, mais on peut aussi en avoir un à la fin qui dit tout simplement aller sur le site ou voir le reste des produits, voir tous les produits. Mais il sera largement secondaire et surtout pas en première partie puisque ce n'est pas le but. Et puis, bien évidemment, on terminera par un lien de désabonnement, puisqu'on doit toujours avoir un lien de désabonnement, c'est une obligation pour la délivrabilité. Petite parenthèse, je voulais revenir sur une petite chose au niveau de la lisibilité des emails, de la délivrabilité et du périmètre technique. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. En fait, il y a plusieurs types de formats d'emailing. On a ce qu'on appelle le format statique, donc l'email qu'on n'a pas adapté au mobile, qui s'envoie tel quel, qui a une bonne délivrabilité, mais qui n'est pas extraordinaire, surtout que le premier device de consultation, outil de consultation, est le mobile. Puis, on va avoir une deuxième option qui va être l'email fluide. L'email fluide, en fait, c'est tout simplement quand on va définir la largeur de l'email, on ne va pas mettre une taille, on va mettre directement 100%. Ce qui va faire qu'en fait, quand ça va être ouvert dans un device, dans un outil, que ce soit un ordinateur, qu'importe le périphérique, en fait, ça va s'adapter et prendre 100% de la largeur. Sauf que le rendu n'est pas toujours très réussi, même si la délivrabilité est encore une fois meilleure que notre dernière option, qui va être donc l'email adaptatif, ou aussi ce qu'on peut appeler l'emailing responsive, qui va fonctionner un peu comme les sites responsifs, mais qui, pour le moment, encore a quelques petits problèmes de délivrabilité, même s'il est clair que c'est la meilleure option en termes d'ergonomie et d'affichage sur les devices mobiles. Petit conseil encore par rapport à la newsletter. Vous voyez ici, c'était un template qu'on réutilisait régulièrement. Alors là, par contre, il y a trop de vignettes par catégorie. Je vous conseille de vous limiter à 4 produits, voire 6, maximum 8 par catégorie. Mais là, carrément 12, ça allait beaucoup trop loin. Il aurait vraiment fallu faire 8 plus 8 à la limite par catégorie, parce que là, c'est un email avec à chaque fois 2 thématiques à l'intérieur. Après, ça dépend vraiment de votre catalogue, de votre segmentation, de vos cibles, de vos clients. Mais essayez de faire un email qui ne soit pas trop long, déjà premièrement, qui présente un maximum de produits, mais sans pour autant aller trop loin, puisque le but est de les ramener vers le site internet. Et surtout, un template, donc c'est-à-dire une sorte de format que vous réutilisez à chaque fois. Notamment si vous utilisez Mailchimp. Mailchimp, c'est un outil dont j'ai déjà parlé. Mailchimp, comme chimpanzé, vous savez, le début des lettres, donc C-H-I-M-P, donc mail comme mail et chimp. Cet outil-là sert à envoyer les newsletters notamment, et vous pouvez en fait créer des templates que vous réutilisez à chaque fois que vous faites un emailing. Encore un petit élément avant de passer à notre deuxième partie de la fidélisation. C'est important de se dire qu'il n'y a pas que des newsletters produits. Il y a aussi ce qu'on appelle les newsletters corporate, donc c'est-à-dire qu'ils vont parler de l'entreprise, de la marque, au-delà de ses produits. Donc ça va être par exemple, on va ouvrir une boutique à tel endroit, on a recruté tant de personnes cette année, on vous souhaite la bonne année. Voilà, c'est l'actualité de l'entreprise, de la marque. Et donc ça va être bien sûr beaucoup moins fréquent dans l'année, mais il faudra aussi les planifier et faire en sorte que ça ne soit pas, que ça n'augmente pas négativement la pression marketing. Donc, notre deuxième sujet,
l'animation commerciale, éditoriale. C'est important de vous dire que un site e-commerce doit vivre comme un site de contenu. Un site de contenu va régulièrement changer sa vitrine, d'ailleurs comme un magasin physique en fait. C'est un peu le concept. Si vous voulez que les gens reviennent régulièrement, il faut que la vitrine soit régulièrement changée pour qu'on voit des nouveaux produits, qu'on a envie de revenir, juste pour voir ce qu'il y a de nouveau dans les rayons. C'est un peu le même principe que Zara. Vous savez que Zara, on y revient régulièrement. On n'y va pas une fois, puis on a vu la collection, on y retourne à la prochaine saison. On y va régulièrement, puisqu'on sait qu'ils ont régulièrement les arrivages de nouveaux produits. C'est d'ailleurs leur marque de fabrique. Donc là, c'est un peu la même idée. Si vous avez du réassort fréquent, il va falloir le montrer, il va falloir donner envie de revenir régulièrement. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, il faudra peut-être jouer sur des promotions, sur peut-être des articles en déstockage. Si votre positionnement n'est pas le déstockage, il faudra jouer sur d'autres éléments. Alors, on va voir quelques petits éléments. Donc, on a parlé des promotions régulières. Donc, en effet, si j'ai des promotions régulières, je vais toujours venir voir ce qui est en promotion pour savoir si au cas où il n'y aurait pas forcément, du moins par hasard, un article que moi aussi je recherche. Ensuite, parfois, on peut aussi nouer des partenariats avec des entreprises, des fournisseurs, afin qu'ils nous garantissent l'exclusivité pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois sur Internet, pas en magasin, mais au moins sur Internet, notamment si on est un gros client. Parfois, alors ça va souvent être des click and mortar, donc des entreprises qui auront à la fois des magasins physiques et virtuels. Si vous avez vraiment une grosse chaîne de magasins, vous pourrez peut-être faire le poids justement pour négocier ça. Et vous, même si c'est 1 semaine ou 2 semaines, qu'importe, pour pouvoir dire que vous êtes toujours les premiers à avoir les nouveautés. Ça, c'est important. Ensuite, une autre possibilité, vous pouvez aussi jouer la carte des offres en lot. Les offres en lot, c'est un peu comme ça que Cora se rappelle à nos bons souvenirs régulièrement. Par exemple, vous savez que Cora régulièrement fait ce qu'on appelle des gros volumes. Donc les gros volumes, ce sont des ventes où ils proposent donc des produits qui n'ont pas été déballés de leur format de réception, puisque quelque part, ils les reçoivent par 6, ils les vendent par 6. Donc c'est ce qui permet de faire notamment ce qu'on appelle des économies de picking. Le picking, vous savez, c'est quand justement on déballe et on met en rayon. Donc là, typiquement, c'est un gain de temps et un gain d'argent évident pour la marque. Et au-delà de ça, ça n'est pas nécessairement une super offre financière. Pour eux, c'est souvent un tout petit rabais. Et pour vous, c'est parfois très intéressant et parfois beaucoup moins. Mais néanmoins, c'est ce qui fait que régulièrement, on va revenir chez Cora pour les gros volumes. Parce qu'on sait qu'on va certainement faire des affaires, ou en tout cas, on en aura le sentiment. Et c'est ça qui est le plus important, le sentiment de faire des affaires. Ensuite, dans la home page, on aura donc aussi une section qui s'appellera coup de cœur. Coup de cœur ou alors meilleure vente, qu'importe. Tout ceci n'est que du marketing, puisque dans cette partie-là, on va y mettre principalement les produits qui, pour nous, sont stratégiques à vendre rapidement. Alors, ça va peut-être parfois être des produits qui ne seront pas des marques, mais il faudra alterner. Il faut toujours essayer de mettre en fait un produit avec et un produit moins connu. Toujours si vous êtes un multimarque notamment. Donc, vous allez toujours jouer la carte de la réassurance avec un produit de marque et à côté un produit moins cher qui va certainement être un produit de MDT ou qu'importe. Hein. Mais ça peut être intéressant puisque ça va rassurer et ça va permettre de vendre des produits sur lesquels vous avez une meilleure marge et les autres produits seront surtout là pour rassurer comme j'ai expliqué à l'instant. Dans tous les cas, les produits coup de cœur, les produits meilleure vente, c'est ce que vous voulez mettre en avant. Ça n'est surtout pas des vrais coups de cœur ou des vraies meilleures ventes comme on pourrait le penser. Donc ensuite, on a une section nouveautés. Faut-il encore qu'on ait un réassort fréquent de nouveautés. Mais quoi qu'il en soit, ça peut vraiment donner envie de revenir régulièrement. Donc n'hésitez pas à animer ces parties-là régulièrement pour que ça donne on ait une fréquence, on ait des habitudes. Par exemple, dans le plan marketing, vous allez mettre justement aussi ce qu'on appelle des MEA, des mises en avant. Les espaces de mise en avant, c'est des petits blocs sur lesquels on va faire apparaître des bannières, des offres promotionnelles, des offres de partenaires, qu'importe, tant qu'ils ne sortent pas du site e-commerce, puisqu'on est d'accord que le but c'est qu'ils achètent, donc on ne les fait pas sortir du site e-commerce.
Et donc là, le principe, c'est vraiment de se dire, je vais planifier mes mises en avant. Donc je les mets dans le plan marketing, je mets la fréquence de modification. Par exemple, cet espace de mise en avant sera changé toutes les 2 semaines. Et je programme à l'avance la communication et les visuels qui vont y être mis. Ou toutes les semaines, qu'importe. Mais c'est important de planifier tout ça. Donc il y a vraiment des sections qu'on anime, section coup de cœur, section meilleure vente, nouveautés. Puis on a aussi l'espace de mise en avant. On va trouver notamment les espaces de mise en avant, on en avait parlé en ergonomie, dans le menu Expand Banner, où on avait sur la droite notamment des images qui pouvaient permettre de faire des focus sur des marques ou sur des produits temporairement, avec soit des rabais, soit tout simplement pour mettre en avant la nouvelle gamme. Et c'est un espace de mise en avant qu'il faut aussi modifier régulièrement et planifier. Ensuite, encore 2 éléments, dont un qui est là sur la slide. Premier élément, il faut toujours réfléchir à une stratégie de contenu autour d'un site e-commerce. Pendant trop longtemps, on s'est arrêté à faire de la vente, point. Il ne faut pas oublier qu'en fait, dans un magasin, vous avez aussi du conseil. C'est aussi pour ça qu'on y va. Et si j'ai quelqu'un qui me donne des bons conseils, qui me donne des bonnes informations, si c'est dans ce magasin que je peux les trouver, il y a de grandes chances que c'est dans ce magasin que j'achète. C'est un peu la même logique en e-commerce. Votre e-commerce doit aussi donner de l'information. Déjà, vous avez une obligation légale d'avoir une fiche produit détaillée, bien remplie. Sinon, le délai de rétractation peut monter jusqu'à 3 mois. Et au-delà de ça, vous pouvez très bien mettre des conseils pour expliquer comment fonctionnent vos produits. Tout simplement, donner de l'intérêt autour de votre site. Si vous êtes dans l'alimentaire, typiquement, on va basculer vers des recettes, tout simplement. Ou sur des conseils santé. Si par contre je suis dans l'univers de la beauté cosmétique, pareil, je vais aller dans les conseils d'entretien de la peau, d'entretien des cheveux et autres. Ou même de nourriture d'ailleurs, de santé, de nutrition. Au-delà de ça, si par exemple je suis dans la puériculture, je donne un exemple vécu. Lorsque j'ai recherché une poussette pour mon fils, première poussette, premier enfant, autant vous dire que c'était comme un appareil photo. Un appareil photo, quand on ne fait pas de photo, on a beaucoup de mal à comprendre la différence entre tous ces appareils et lequel choisir. C'est un peu la même chose avec une poussette. Et à l'époque, je me rappelle, il y a 4 ans quasiment, il n'y avait qu'un seul site qui renseignait sur les poussettes. C'était Guide Poussette, avec des vidéos, des contenus très détaillés qui permettaient de faire son choix. Et résultat, plutôt que d'avoir le réflexe d'aller sur un e-commerce qui aurait pu faire ce travail-là, le réflexe, avant d'acheter quoi que ce soit en poussette, c'était toujours d'aller sur ce site-là d'abord. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est de changer ce réflexe. Imaginez que vous deveniez le site réflexe avant d'acheter, juste avant l'achat. Vous seriez bien placé derrière ensuite pour récolter la vente. Donc, faites un petit effort de rédaction. Planifiez ça également, le nombre d'articles rédigés régulièrement, ce qui vous permettra peut-être d'alimenter un peu différemment aussi votre newsletter avec un petit conseil en plus de produits. Et puis surtout, d'améliorer votre référencement naturel, puisque tous ces articles que vous allez mettre en parallèle sur, par exemple, le blog de la boutique, qu'importe, hein, c'est sur le même site par contre, hein, de préférence, vous allez à chaque fois les relier à des produits, des fiches catégories, puisqu'il y aura un vrai travail de maillage interne. Là, je reviens à la session de rattrapage que j'ai fait un peu sur le référencement naturel. Le maillage interne est essentiel. Et donc, grâce au référencement que vous allez améliorer via le contenu, vous pourrez le transférer légèrement sur vos pages produits, vos pages, donc les produits que vous avez à vendre. Et ça, c'est important. Pensez toujours à optimiser les encres de lien. Les encres de lien, vous vous rappelez, c'est le texte qu'il y a sur le lien hypertexte. Et donc, du coup, il faut toujours que ce soit des mots-clés, des expressions long train, si possible, qui vont donner de la valeur au lien qu'il y a derrière vers votre page. Ne mettez jamais cliquez ici, voir la suite, voir le produit. Surtout pas. Mettez un mot-clé long train. Donc voilà. Dernier élément au-delà du contenu, je vous propose aussi de penser à l'abonnement. L'abonnement, en fait, ça peut être très intéressant en termes de visibilité, de chiffre d'affaires. Et puis au-delà de ça, ça peut être un réel service proposé à vos internautes ou à vos clients. L'abonnement, ça peut être, bon, tous les mois, vous commandez à peu près le même panier. Est-ce que ça vous dit de le recevoir automatiquement à telle fréquence? Ou modifier la fréquence si souhaitez. Ça peut être sympa. Si par exemple,
Je sais pas, ça peut être pour un type de produit en particulier, comme Evian le fait apparemment, la livraison d'eau régulièrement. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de creuser la piste de l'abonnement. Qu'est-ce que vous pourriez proposer de manière régulière à vos internautes? Si ce n'est peut-être une box, hein. Alors les box ont connu leur âge d'or et commencent à un peu connaître l'après-âge d'or, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, puisqu'une box, rappelons-le, c'est souvent des échantillons ou des miniatures de produits mises gratuitement par les marques. C'est l'intérêt, on ne paye que la livraison en tant que vendeur de box, mais ça peut être assez déceptif. Donc peut-être essayer d'innover la box, d'innover sur la box, d'innover sur le service qu'il pourrait y avoir autour d'une livraison régulière de vos produits. Donc voilà, je vous laisse réfléchir, parce que là, ça dépend vraiment des activités. Ensuite, comment garder l'avantage? Puisque c'est pas toujours facile, notamment pour les click and mortar qui ont beaucoup moins de marge de manœuvre, et le prix, c'est pas toujours, même quand on n'est pas click and mortar, hein. Jouer sur les prix, c'est pas toujours facile, parce qu'on a besoin quand même de faire de la marge. Et quand on est e-commerçant, on sait que la livraison du dernier kilomètre nous coûte beaucoup, et c'est pas toujours facile avec les retours d'arriver à faire de la marge. Donc, le meilleur moyen de garder l'avantage sur la concurrence au-delà du prix, c'est le service. Et via le service, moins. Au travers du service, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un premier temps, il faut faire attention au coût de la livraison. Quand on fait son benchmark, il faut toujours aussi benchmarker les coûts de livraison. Ça, c'est important. Parce que la plupart du temps, on l'oublie, et c'est ce qui est décisif à la fin. Ensuite, au-delà du coût de la livraison, ça va un peu avec, il y a aussi les modes de livraison proposés. Il faut diversifier ces modes. Il faut de l'ultra express. Vraiment, dans l'heure, je peux avoir la livraison du doudou de mon fils qu'il a perdu. Et dans ces cas-là, je m'en fous de payer 15 € et je les paierai volontiers. Et en tant qu'e-commerçant, il faut savoir qu'il y a des solutions en grande agglomération qui vous permettent de payer que 5,50 pour ça, alors que vos internautes sont prêts à payer 15 €. Donc, je vous laisse faire la différence. Vous pouvez récupérer ce que vous perdez sur les autres modes de livraison. D'autant plus que dans l'heure, généralement, il y a beaucoup moins de problèmes de no-show, c'est-à-dire que de livraison ratée, que des livraisons dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Donc, petite parenthèse, pour les prestataires qui font ça, vous avez Coliweb en un seul mot, et vous avez également Delivery, donc avec 2 E à la fin. Deliver et EE à la fin. Ensuite, bien évidemment, la réactivité du SAV. Le service après-vente est essentiel. Alors, je pense qu'on a tous en tête une mauvaise expérience vécue auprès d'un site internet, en appelant un call center peu dégourdi et souvent amnésique, et on s'est promis, juré, de ne plus jamais acheter sur ce site, juste à cause d'une mauvaise expérience au SAV, même s'il est moins cher, même s'il a le produit toujours. Alors, je pense notamment à Cdiscount. Alors, Cdiscount arrive à s'en sortir, passe un peu au travers des mailles du filet, parce qu'ils sont moins chers, parce qu'en effet, ils ont une vente de gamme énorme, et qu'ils ont un très bon référencement. Mais c'est vrai que quand on peut éviter à prix similaire, on préfère aller ailleurs. Donc attention à bien avoir un service après-vente, un service client efficace, avoir un taux de décroché qui soit bon, et avoir un CRM aussi. Alors c'est des bases qu'on ne devrait plus rappeler à cette époque, mais quand j'appelle, c'est bien qu'on se rappelle que j'ai appelé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, et que je voulais exactement ci, ça et ça. Un historique de mes appels, ce serait le minimum. Parce que pour la petite histoire, quand j'ai acheté chez Cdiscount il y a 5 ans, quand j'appelais, je repartais toujours de zéro. Et le pire, c'est que c'était un call center offshore. Aucun souci pour le fait d'avoir un call center à l'étranger, tant mieux. Mais par contre, je ne veux pas avoir quelqu'un qui me répète un FAQ, des réponses de FAQ, et qui ne comprend pas ce que je dis. Donc il y a un minimum. Ensuite, si on veut essayer vraiment d'aller plus loin, on peut opter pour un chat live. Vous savez, les petites fenêtres qui s'ouvrent en bas à droite de vos e-commerce. Juste attention à 2 choses. Non, 3 choses, pardon. Attention au temps de chargement, parce que parfois, ça peut vraiment alourdir les temps de chargement. Attention aussi à ce qu'il y ait quelqu'un pour répondre régulièrement, voire même tout le temps, dans les heures d'ouverture, puisque sinon, ça peut être très vite très déceptif. Donc, pensez à le désactiver dès que quelqu'un n'est pas disponible. Et troisième chose, c'est assez efficace. Il faut savoir que ça améliore le taux de conversion. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas un mauvais outil. Il faut juste bien l'utiliser. Et pardon, la troisième chose que je voulais vous dire dans les attentions, c'était plutôt
attention à où est-ce qu'il s'affiche et comment il s'affiche. Il ne faut pas que cet élément gêne la validation et le clic sur un CTA. Parce que les CTA sont souvent en bas à droite. Donc si votre fenêtre de click to chat est en bas à droite, ça va poser souci. Alors des solutions de click to chat, vous avez la plus connue, c'est iAdvise, qui fait du click to chat, du click to call, mais aussi alors click to chat, click to call et click to vidéo. Et puis vous avez aussi des solutions moins connues et gratuites, comme par exemple Olark, donc O-L-A-R-K. Et ce qui est pas mal, c'est que parfois, ces applications comme ça vous permettent aussi de les utiliser en mobilité, donc avec une application sur mon smartphone, et je peux continuer à faire mon SAV, notamment, je pense, aux commerçants artisans qui sont peut-être en déplacement, pas toujours devant leur ordinateur. Tout simplement les entrepreneurs, les TPE qui n'ont pas encore tout le personnel nécessaire. Donc après, la politique des retours, faire attention, la politique des retours, ça peut être vraiment un irritant. On m'a déjà fait renvoyer un lit 160-200 en Hollande. Vous imaginez à quel point j'étais contente. Je n'ai plus acheté chez ce e-commerçant. Donc déjà, il faut savoir que légalement, on a l'obligation de faciliter les retours et de ne pas les complexifier, ne pas compliquer la tâche aux clients. Donc attention à ça, c'est une obligation légale. Et puis après, donc, il faut peut-être penser à proposer de l'achat groupé, peut-être des deals parfois, ça peut être intéressant. S'il y a tant de personnes, vous obtiendrez tant. Ça peut surtout aussi faire qu'ils vont faire appel à leur cercle de connaissances pour essayer d'avoir le deal et ils vont en parler à plusieurs personnes. Et puis, on peut aussi proposer des facilités de paiement. C'est même une obligation, les facilités de paiement. Je vous le conseille parce que moi, clairement, à la fin d'un achat, la question que je pose toujours, c'est est-ce qu'ils prennent l'American Express? Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas détenteur d'American Express, mais ceux qui le sont tiennent à leur point Air France notamment. Et donc, c'est vraiment un critère. À la fin, à 5 ou 10 euros près, des fois, on préfère aller acheter chez le concurrent s'il propose un moyen de paiement qui n'est pas proposé par un autre. Donc là, c'est l'exemple d'American Express, mais ça peut être différents moyens de paiement qui peuvent faire cet effet-là. Donc, il faut faire attention à toujours avoir une CB classique, peut-être PayPal, mais juste une chose au niveau de PayPal, faire attention à avoir une version qui ne renvoie pas vers la page, du moins pas nécessairement vers la page où il faut tout re-remplir, ce qui n'est pas toujours très très bon. Alors je vais me réexpliquer. Plusieurs options. Soit vous avez une interface de CB classique, plus l'option de paiement par PayPal, et là les gens ne paient que par leur compte PayPal, ou alors, manque de peau, vous n'avez que PayPal. Dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez une version un peu plus élevée, un peu plus premium de PayPal, où l'environnement PayPal ne s'affiche pas, on ne me demande pas de remplir des champs à nouveau. Je peux payer sans compte PayPal et c'est juste en fait une interface de CB classique qui s'affiche, mais en fait c'est géré par PayPal. Donc je vous invite à creuser la question, ça peut être une solution, notamment quand on n'a pas encore tout pour avoir une interface de banque. Donc, j'ai fini sur les stratégies de fidélisation vraiment purement e-commerce. Là, je vais juste aborder un peu l'espace pauvre, on va dire, l'espace oublié d'un site e-commerce via la fenêtre qui est un projet sur lequel je travaillais il y a assez longtemps pour que je puisse vous en parler et qui n'est plus d'actualité. Donc ça me permet justement de me servir de storyboard. Alors attention, je ne suis pas designer, mais en tout cas, ça vous donnera une idée visuelle de ce qu'était le projet. Et vous verrez qu'en fait, un middle office, donc un espace client sur un e-commerce, même si ce n'est pas un e-commerce, le projet en question, mais on pourra faire le parallèle à chaque fois. Un middle office, de manière générale, quel que soit le projet, peut vraiment être très fidélisant et vraiment faire que votre site s'inscrive dans le quotidien de vos clients. Et là, justement, quelque part, on peut se dire, ce qu'on fait sur applications mobiles quand elles sont bien faites, c'est ce qu'on devrait faire aussi sur middle office, qu'on ait une application ou pas. Donc normalement, c'est quasiment le miroir d'une application mobile si elle est bien faite. Donc, ça peut être vraiment un avantage concurrentiel. On doit donner de la valeur ajoutée aux clients dans cet espace client. Ça peut aussi être un outil de CRM, puisqu'on peut récupérer plus d'informations pour la segmentation. Ça permet aussi d'avoir une source de visite supplémentaire, et parfois même carrément, ça devient un levier de marketing anticipatif. Alors, je vous explique rapidement le projet. C'était un projet sur du lead, mais on va tout à fait arriver à traduire ça en e-commerce. Le but, c'était que les gens viennent sur le site, fassent des demandes de devis, d'estimation dans un premier temps de leur réparation, puis derrière de devis.
Et nous, on revendait ce lead, cette demande de devis, à 3 garagistes. Quand je dis nous, c'était Reparmax, donc, qui appartient à Infopro Digital. Et dans Infopro Digital, notamment Infopro Communication, vous avez une partie qui s'appelle ETAI. Et ETAI, c'est eux qui fournissent tous les logiciels de chiffrage des garagistes. Et donc, du coup, on avait vraiment un avantage data qui nous permettait d'accéder à toutes ces données et donc de pouvoir donner des vraies estimations et des vrais chiffres. Alors, il y avait d'abord un pré-accueil, puisqu'on avait besoin de tenir à jour le kilométrage qui pouvait changer toutes les données. Alors en fait, pour vous expliquer, à la base, normalement, on était censé intéresser les internautes que lorsqu'ils avaient un problème avec leur voiture ou à une révision, en tout cas pas toujours dans les meilleurs moments. Et là, le but avec cette interface, cette partie donc espace client ou espace connecté, était de proposer quelque chose qui devienne incontournable, qui soit l'outil de l'entretien de la voiture. Donc là, on avait classiquement une sorte de tableau de bord, pas un tableau de bord, mais plutôt un suivi des actions en cours, donc avec les demandes de devis à traiter en cours, terminées, et puis donc les demandes d'estimation qui n'avaient pas été au bout. Alors si je traduis ça en e-commerce, là ce sont les commandes en cours, l'état des commandes, où elles en sont, le suivi des commandes, et puis là, les paniers abandonnés. Ce serait très efficace de pouvoir retrouver mon panier abandonné dans mon espace client pour ne pas avoir à tout refaire et tout rechercher. Parce que parfois, on peut abandonner un panier sans pour autant le vouloir. Mon patron arrive dans mon dos, je n'ai plus de batterie, mon fils veut que je ferme mon ordinateur, ce qui arrive très souvent. Je précise qu'il a 3 ans. Et donc, en fait, tous ces éléments-là sont des raisons pour lesquelles on peut abandonner un panier sans pour autant le vouloir. Donc, ça peut être très intéressant de le retrouver ici, tout simplement, en un clic, tout simplement, commander ce que j'avais commencé à mettre dans mon panier, tout simplement repartir d'un panier en cours. Ensuite, ici, c'est un peu l'aspect CRM, c'est-à-dire que pour ce projet, nous, on demandait très peu d'informations. Mais c'est vrai que si on avait plus d'informations, on pouvait faire plus. Donc là, vous voyez, si j'avais eu, par exemple, le CNIT. Alors, le CNIT, ça n'est pas le bâtiment à la Défense, pour les Parisiens qui connaissent. En fait, le CNIT, c'est un numéro qui apparaît sur votre carte grise. Et grâce à ce numéro-là, on pouvait donner des estimations encore plus précises avec la version vraiment du véhicule. Donc, en gros, dans cet espace-là, on se permettait de poser plus de questions pour derrière donner plus de services, plus d'informations personnalisées. Il faut toujours qu'il y ait une bonne raison de donner plus d'informations. Typiquement, je transfère ça en e-commerce, je vends des produits cosmétiques, on me demande mes problèmes de peau, est-ce que je suis allergique, est-ce que j'ai des problèmes d'acné, est-ce que j'ai une peau grasse, une peau sèche, peut-être la couleur de ma peau, j'en sais rien. Tout ceci, je ne vais pas donner ces informations-là si derrière on ne me donne pas une très bonne raison de donner ces informations personnelles. Si on me propose des conseils personnalisés, des produits personnalisés, un diagnostic personnalisé, dans ces cas-là, je vais donner des informations supplémentaires. Donc là, c'est vraiment la partie où je demande des informations pour donner plus. Et derrière, moi, pour mieux segmenter, qui est le vrai objectif de votre côté. Donc typiquement, les dates d'anniversaire, les personnes dans la famille, en gros, gagner un coupon si vous donnez en gros les dates d'anniversaire pour voir si vous allez peut-être gagner, j'en sais rien. À vous d'inventer des raisons ou de créer de vraies bonnes raisons, comme j'expliquais à l'instant avec du contenu personnalisé, pour que les gens vous donnent plus d'informations et que vous puissiez mieux les segmenter. Ensuite, encore une fois, donc là c'est le résultat, j'ai les informations, j'ai des résultats plus pertinents. Là, on proposait ce qu'on appelle le carré d'entretien. Le carré d'entretien, c'est en fait des éléments qui me permettent de savoir à quelle date, pas à quelle date, mais à quel nombre de kilomètres ou dans quel délai je vais devoir réaliser certaines opérations sur mon véhicule. Généralement, on l'a jamais avec soi, ce carré d'entretien. Il est dans la voiture ou dans un placard dans la maison, on ne sait pas où. Normalement, il est censé être dans la voiture. Mais là, grâce à l'application, ou en tout cas à l'espace client, parce que ça n'a jamais été transformé en application, mais ça aurait pu être le cas, je vais pouvoir avoir l'information en temps réel. Je suis en train de réfléchir à quand est-ce qu'on devait changer la courroie du véhicule. J'ai l'impression que c'était bientôt, mais j'ai plus la date en tête. Et du coup, hop, je regarde sur mon application ou sur mon site et j'ai tout de suite la réponse. Ça devient le compagnon de la maintenance de mon véhicule.
Avec bien sûr, vous voyez à chaque fois pas mal de CTA orange pour toujours amener vers le tunnel de conversion pour générer du lead. Là, j'arrive sur le tableau de bord. Le tableau de bord propose plusieurs choses. Déjà, il me propose vraiment des opérations à faire rapidement, des opérations à faire dans 6 mois, ou je peux même carrément rappeler de venir sur le site. Donc c'est quand même pas mal, c'est moi qui demande à recevoir des mails. Donc là, je reçois une alerte pour me dire attention, c'est bientôt l'heure de vérifier la climatisation. Et puis, là, c'était plutôt les opérations à venir ou déjà faites en bas, qui pouvaient être intéressantes, puisque du coup, ça va devenir l'outil de suivi de la maintenance de mon véhicule. Et donc là, je m'inscris dans le quotidien. C'est vraiment le but, quelque part, d'un site e-commerce, c'est qu'on y revienne régulièrement, et pas forcément toujours pour acheter. Ça peut arriver par accident, et tant mieux, mais tout simplement parce qu'on est attaché à la marque, et la marque nous rend un service. Et là, vous voyez, on avait de la publicité partenaire, puisque vous savez que les deux seuls endroits où on peut mettre de la publicité, c'est une fois que la personne a déjà acheté, merci, vous avez fait ce que je voulais, donc vous pouvez partir où vous voulez derrière, ou carrément dans le middle office, puisque le middle office, généralement, on y accède déjà seulement parce qu'on est client, et souvent après un achat. Donc, beaucoup moins de risques de perdition, de perte de trafic, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, on proposait aussi des coupons de réduction partenaires, non concurrents, complémentaires. Et vous pouvez faire la même chose, hein. Vous pouvez très bien proposer des coupons de réduction. Je vous invite à aller voir un site qui s'appelle Envie de Plus, qui a été créé par Procter & Gamble, qui donne sur l'ensemble, sur beaucoup de leurs marques, les marques fétiches que tout le monde connaît, des coupons de réduction, et vous pouvez les approcher pour faire un partenariat, c'est tout à fait possible. Donc voilà. De préférence, essayez de faire, si c'est vraiment dans les magasins locaux, c'est possible, vous pouvez faire des partenariats aussi avec des magasins. Dans ces cas-là, essayez de toujours faire du géolocalisé. Donc voilà. Le middle office d'espace de vente privée, j'utilisais avant. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup moins, ou même plus en cours, puisqu'ils ont fait une refonte récemment. Et leur refonte n'est vraiment pas efficace. Donc, je me permettrai de ne pas l'aborder ici. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite